Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence sur l'installation-transmission en viticulture. Nous allons être ensemble 3/4 d'heure à peu près. Avec une première séquence, nous avons la chance d'avoir un jeune installé en viticulture avec nous qui pourra témoigner de son expérience, de son parcours, de son profil. Et puis une petite séquence à la fin, je vous proposerai d'interagir au travers du logiciel Opendo pour essayer peut-être de prendre du recul par rapport à ce témoignage. Et puis voilà, ça vous permettra de participer activement également. Pour ma part, je suis Christine Loga, responsable du pôle installation-transmission à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, également conseillère installation sur le secteur du Clunisois Saint-Cyr-Mer-Boîtier. À la Chambre d'agriculture, nous accompagnons chaque année une vingtaine de projets d'installation en viticulture. Nous accompagnons également des cédants au moment de leur transmission. Je vais passer assez rapidement la parole à notre témoin. Le fait que cette conférence ait été inscrite au sein du salon Vinéquipe, c'est important aussi, puisque si on regarde au niveau de la pyramide des âges, en viticulture, sur la partie Mâconnais, Val-de-Saône, Côte Chalonnaise, on se rend compte qu'on a à peu près 30% des viticulteurs qui ont plus de 55 ans aujourd'hui. Ça, c'est des sources d'informations MSA. Donc, c'est vrai que se pose la question du renouvellement des générations en viticulture plus particulièrement. Et de pouvoir montrer que l'installation est possible dans le cadre familial, mais aussi quand les parents ne sont pas viticulteurs. On a de belles réussites. Peut-être Jean-Jacques, si vous voulez vous présenter également. Alors bonjour, Jean-Jacques Ferral. Je suis installé depuis novembre 2022. J'ai repris le domaine Montbarbon situé à Viré. Donc je suis vigneron, je cultive, je vinifie et je commercialise. Donc voilà. Alors, l'installation. Alors, j'ai pas l'habitude de prendre la parole en public. Comment est venue l'idée de l'installation ? Voilà, à quand ça remonte ? Ça remonte, il faut une installation réussie. Enfin, on verra si la mienne est réussie, mais ça s'anticipe énormément. Moi, ça remonte à plus d'une dizaine d'années. Parce que moi, c'est d'abord une reconversion, ensuite une installation. Il y a plus de 10 ans, je travaillais dans le secteur de la presse. Et bon, voilà, j'avais fait le tour de la question, on va dire. Mes parents originaires du sud-ouest avaient de la vigne. On faisait de la vigne pour notre consommation familiale annuelle. C'est vinification, le vin qui fermente, ça m'a toujours fait vibrer. Et j'ai eu envie de revivre ça. Voilà. Et puis, j'ai pris mon année sabbatique, tout simplement. Et puis, je suis venu à Mâcon faire un BTS viticulture-œnologie pour voir si j'avais les aptitudes intellectuelles, physiques, et si le métier me convenait. Il se trouve que l'accueil mâconnais a été super. J'ai eu des super maîtres de stage qui m'ont bien mis le pied à l'étrier. Et puis le BTS s'est enchaîné assez facilement. Du coup, vous avez été en stage sur combien de domaines ? Alors, qu'est-ce que vous y avez fait ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Un BTS en formation pour adultes, ça dure 8 ou 9 mois. Donc j'étais au sein d'un petit domaine. Donc c'est le domaine Nicolas Maillet à Verzé. Et donc j'ai travaillé, j'ai découvert le travail de la vigne, de la vinification, etc. Il y a 10 ans, je ne savais pas planter un piquet. Je ne savais pas reculer un tracteur. C'est très possible de partir de très 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 loin. À condition de travailler et d'avoir la chance de rencontrer les bonnes personnes. Avec Nicolas Maillet, ça a été le cas, puisqu'il m'a guidé, il m'a dégrossi, quoi. Et puis il m'a aidé, comme il a de formation œnologue, il m'a beaucoup aidé sur la partie aussi œnologie. Il m'a appris beaucoup de choses. Voilà. De là, après le BTS, j'ai eu envie d'enchaîner des expériences professionnelles, donc j'ai travaillé dans un autre domaine viticole du Mâconnais pendant 2 millésimes.
il y avait l'envie de prendre des vignes et de faire notre propre vin, quoi. Sauf que quand on n'est ni bourguignon ni fils de bourguignon, prendre des vignes, là, c'est compliqué. Comment vous y êtes pris alors? En fait, c'est de bouche à oreille. Le bouche à oreille qui a fonctionné. C'est le bouche à oreille. Alors, j'ai pas repris. Donc vous étiez dans la région depuis 3 ans. Voilà. C'est ça, ouais. Et puis, par le bouche à oreille, quand on veut reprendre des vignes, où on est un financier, on peut acheter des vignes. Donc, c'est pas le cas de beaucoup d'entre nous. Ou il faut prendre le biais de la transmission. Et moi, j'avais très envie de reprendre une entreprise, de reprendre un domaine, mais pas de manière pécuniaire, que ça soit une transmission, voilà, une transmission de savoir aussi. Et c'est toujours pareil, c'est mon maître de stage qui m'a appelé un beau matin, qui m'a dit: écoute, j'ai entendu parler de quelqu'un qui cherche à transmettre son domaine et qui n'a pas d'enfant, et qui cherche quelqu'un dans ton profil. Bon, voilà, donc appelle-le. Donc, je l'appelle. Donc il s'agit de Jackie Montbarbon et de son épouse Martine Montbarbon, et qui eux sont anciens coopérateurs, se sont retirés de la cave en 2008 et ont bâti un domaine de A à Z. Donc de là, nous avons fait connaissance, et puis nous avons pris le temps de réussir cette transmission, à savoir que j'ai travaillé comme salarié avec eux pendant 7 ans. Mais du coup, alors, si je reviens, première prise de contact, vous les appelez. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? On m'a dit que vous cherchez quelqu'un. Et quelle a été leur réaction? Ils ont été, en fait, ils étaient plus ou moins au courant. On s'est rencontrés tout simplement. Les choses se sont faites très simplement. Je leur ai expliqué mon projet, mon envie, et ils m'ont expliqué leurs défis, parce qu'en fait, eux, ils étaient à l'aube de leur retraite, quoi, et ils étaient très inquiets du fait ils ont mis une énergie folle à bâtir un domaine de référence dans le Mâconnais, et se retrouver à devoir vendre basiquement sans transmettre. Voilà, pour eux, la notion de transmission est hyper importante, c'est l'essence du domaine. En fait, on s'est rapidement rendu compte que nos deux projets pouvaient matcher très bien, quoi. Donc ça veut dire, en premier, vous osez les appeler, voilà. Vous prenez le temps de les rencontrer, d'exposer votre projet à vous, voilà. Que les cédants aussi, ils ont leur projet. Exactement. Et de pouvoir apprendre à mieux se connaître. C'est ça. Et puis se donner le temps, du coup, c'est ça, après c'est ça. On s'est rencontrés 3 fois avant de commencer à travailler ensemble, faire un CDD, puis un CDI, et puis voilà. On a vraiment pris le temps de faire connaissance. C'est un projet professionnel, c'est un défi, c'est aussi un projet humain. Quand on reprend une entreprise, on en découvre les coulisses, les fonctionnements, et puis il faut partager un même point de vue, ou en tout cas écouter le point de vue des cédants et du repreneur. Donc moi, j'ai eu l'immense chance de tomber sur des gens naturellement bienveillants, qui prennent le temps d'expliquer les choses et qui écoutent ton point de vue avant d'exposer le leur. Et ça a grandement facilité les choses. Donc c'est une vraie rencontre aussi humaine. Donc ce qui fait qu'on continue à vivre, à s'entendre et à échanger, même quand les deux sont à la retraite désormais, quoi. Donc voilà. Donc ensuite, vous démarrez en tant que salarié pendant plusieurs années là-bas. Oui, pendant 7 ans. 7 ans. Voilà. Donc il faut être patient. C'est pour ça que l'installation, c'était pas tout de suite. C'est ça, mais en fait, il faut vraiment se donner les choses. Il faut vraiment se donner le temps d'y arriver. Je produis, je cultive la vigne, je transforme, je vinifie et je commercialise. Donc il y a 3 métiers au moins. 7 ans, c'est juste assez pour surnager, quoi, pour y arriver, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, à organiser. Donc il faut se laisser le temps d'apprendre et d'échouer, et puis d'y arriver après, quoi.
L'installation, concrètement, vous avez commencé à en parler vraiment, on va dire, à parler gros sous, parce que j'imagine qu'à un moment donné, ça a dû venir sur la table. À partir de quand ? Quand on a lancé on en a toujours plus ou moins parlé, mais c'est vrai que donc moi je me suis installé donc avec le circuit, avec le processus de la chambre, voilà. Quand j'ai commencé à entamer les démarches pour l'installation, là ça nous a mis à tous les trois le pied à l'étrier. Simplement, encore une fois, c'est une rencontre, donc les personnalités sont différentes. L'immense difficulté, ça a été de monétiser les choses, de se dire, ah bah tiens, cette chaise, cette pompe, ce machin, ça vaut tant, ça vaut tant, ça vaut tant. Donc ça, il faut vraiment se laisser le temps d'y arriver. Et donc, le circuit d'installation, il peut être réalisé en quelques mois. Moi, j'ai mis quasiment 2 ans pour y arriver, pour le faire sereinement, parce que à chaque étape, à chaque stage, entre guillemets, à chaque rencontre, ça soulève beaucoup de questions. On se demande si on est dans les clous, voilà. Donc il faut vraiment se laisser le temps d'y arriver, quoi. C'est finalement le fait de passer au point avec l'installation, ensuite de réaliser votre plan de professionnalisation personnalisé avec notamment la formation de 6 jours. Alors oui, si à l'époque il y avait déjà le CertiCréa, une formation à l'entrepreneuriat qui dure 6 jours, qui permet de faire le point sur les démarches à l'installation, de pouvoir avoir des rappels en compta gestion, avec l'intervention d'un conseiller de gestion, l'intervention d'un banquier sur tout ce qui est analyse financière, de pouvoir aussi se poser des questions sur ses pratiques agroécologiques, sur l'adaptation au changement climatique, avec des témoignages aussi de manière très concrète, d'illustrer un certain nombre de compétences à acquérir, aussi sur tout ce qui peut concerner le fait d'employer de la main-d'œuvre. En viticulture, c'est une vraie problématique aussi. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne s'improvise pas manager du jour au lendemain. Il y a un minimum de réglementation à connaître, etc., pour finalement pouvoir présenter votre projet devant un jury et avoir la certification liée à la formation. Donc c'est vrai que dans ce que je comprends, c'est au travers de ces journées de formation, ça vous a amené à vous poser des questions sur le projet, et peut-être aussi au travers de l'accompagnement individuel au moment de la réalisation du business plan. Donc là, avec la Chambre d'agriculture, avec à la fois un volet technique. Ok, qu'est-ce que je reprends ? Quel rendement on imagine pour les années à venir ? Alors, c'est compliqué, effectivement, de mettre des chiffres dans un business plan quand on connaît les aléas climatiques, quand on connaît effectivement les aléas liés au cours du marché. On le voit en ce moment sur le cours du vrac. C'est compliqué, il faut essayer de lisser les choses. Donc j'imagine que c'est toutes ces questions qui sont arrivées. Et puis bien entendu, est-ce que je reprends du matériel, un cuvage ? Est-ce que je reprends des parts de société ? J'imagine que toutes ces questions sont arrivées au fil de l'eau. Voilà, oui, c'est des questions qui arrivent au fil de l'eau. Alors, les choses sont... Chaque contexte est particulier. Moi, c'est une installation hors cadre familial, donc j'ai envie de dire, il n'y a aucun héritage. C'est une transmission, donc c'est un rachat de société. Donc, ce sont des parts sociales. Donc, pour évaluer une part sociale, il faut quantifier la chose. Combien vaut ce pot de fleurs ? Combien vaut cette rallonge ? Machin. Et au fil, c'est dit basiquement, c'est beaucoup plus subtil, mais à la fin, ça fait un prix de part sociale. Voilà. Pour revenir... Il y a 3 méthodes d'évaluation. Je fais un petit focus, effectivement. Ça a dû être fait par le comptable. Je ne sais pas au niveau comptable chez qui ils étaient niveau décédant. Ils étaient chez BFC, mais... à SBFC, peu importe le comptable. Mais c'est vrai que c'est une approche qui est proposée par le comptable de regarder à la fois la valeur patrimoniale. C'est ce que vous venez de nous décrire. On regarde tout ce qui est inscrit au bilan et on réévalue. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte la valeur comptable et de se dire, voilà, effectivement, ce matériel, demain, je devrais le vendre à un tiers, combien il vaudrait ? Demain, je vendrais mon cuvage à un tiers, combien il vaudrait ? Donc, de manière tout à fait une approche extérieure. Il y a une deuxième valeur qui est la valeur économique, de pouvoir prendre en compte, si j'étais un investisseur, que je voulais mettre des billes dans l'entreprise, combien ça me rapporterait chaque année ? Et puis, une troisième valeur qui est la valeur de reprenabilité. Finalement, c'est bien beau d'avoir un outil de travail, une Formule 1 en outil de travail, mais si finalement... Le jeune qu'on a trouvé, Jean-Jacques, il n'a pas la capacité financière de reprendre l'outil de travail, de reprendre la société ne vaut rien. Donc, ne vaut pas le prix patrimonial qui a pu être identifié. Donc, généralement, la valeur de reprise sur laquelle s'accordent cédants et repreneurs, parce que du coup, il y a un vendeur, mais il faut aussi qu'il y ait un acquéreur, c'est souvent un prorata de ces 3 valeurs.
Je ne sais pas dans la discussion comment ça s'est fait finalement. Oui, c'est ça. C'est un prorata des trois valeurs, quoi. C'est un compromis, c'est une entente, quoi. Voilà, hein. C'est une entente. Alors, dans notre cas, il n'y a pas eu de négociation, quoi. Voilà, c'est une entente, c'est une entente sur la situation. Au niveau de l'accompagnement, je voulais juste préciser un truc. On a parlé du plan d'entreprise, du PE. C'est un document donc, qu'on élabore au fil de notre installation et c'est une projection sur les 4 années à venir. Donc ce sont des prévisions avec toute la variable et les échecs qu'on peut connaître. Prévoir, c'est savoir qu'on va se tromper, mais en tout cas, ça donne la direction et c'est un document super important puisque ensuite, c'est quelque chose qui sera demandé régulièrement quand on veut faire une installation, quand on veut faire un dossier de subvention, voilà, c'est quelque chose qui donne le cap. Et donc moi, l'accompagnement avec la conseillère d'installation a été important, notamment sur ce PE, puisque ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup d'aspects de ces 4 ans. Être capable de se projeter à 4 ans, se dire, bon ben voilà, pendant 4 ans, je vais vendre à tel niveau, je vais avoir ce niveau de rémunération là pour mon entreprise, je vais faire tel ou tel investissement. Et c'est quelque chose ça donne un canevas aussi pour se guider, quoi, pour ne pas s'éparpiller dans les investissements matériels. Donc c'est utile de s'impliquer pour la réalisation de son business plan et de son plan d'entreprise. Alors pour moi ça a été utile parce que j'ai pas de formation de comptable. Voilà, moi je viens du secteur de la presse, j'ai découvert la viticulture, ça m'a plu, donc maintenant je suis agriculteur. Donc je suis pas comptable, je suis pas juriste, donc il faut se jeter là-dedans, c'est des chiffres. C'est des projections comptables, quoi, donc ça peut être rébarbatif, hein. Mais il faut s'y jeter dedans parce que ça donne le canevas sur au moins les 4 prochaines années. Alors, la conseillère installation, je précise, c'était pas moi, c'est une autre collègue au niveau chambre d'agriculture. La manière dont on accompagne, effectivement, on collecte les infos, on regarde si le projet peut être viable et puis on vous accompagne au moment d'une rencontre avec un partenaire bancaire. Donc ça permet aussi de bâtir le plan de financement et de vous accompagner vraiment jusqu'à l'obtention de l'accord bancaire, qui est finalement le nerf de la guerre aussi. Ah ben bien sûr, il n'y a pas d'investissement sans fonds, hein, voilà. Donc où on est héritier, ça va, ou faut emprunter. Et pour que les partenaires financiers écoutent et vous aident dans votre projet, eh ben, il faut avoir un plan d'entreprise qui tienne la route, tout simplement, hein. Un banquier, c'est pas quelqu'un qui distribue de l'argent, en plus il y en a dans la salle, c'est un partenaire économique. Voilà, c'est quelqu'un qui conditionne ta réussite. Donc il faut raisonner comme ça, un partenaire économique. Et c'est ce qui, à mon avis, permet d'être accompagné dans la réussite du projet. Tout mis au bout, vous obtenez l'accord d'administration pour bénéficier de la dotation jeune agriculteur fin 2022. Oui. Avec une installation qui aboutit. Fin 2022 aussi. Fin 2022 dans la foulée. Tout s'est fait en même temps là. Ouais. Et depuis ? Depuis, je dors pas très bien. Depuis, je suis ravi parce que le projet d'il y a à peu près 10 ans prend forme. Il faut arriver à organiser après c'est du travail, de la progression, il faut arriver à organiser son temps de travail, il faut arriver à penser à peu près tout. Je suis vraiment ravi de la bifurcation en tout cas. Les cédants sont toujours présents aujourd'hui ? Alors les cédants habitent juste à côté de l'exploitation. Donc je bénéficie de temps en temps de coups de main substantiels quand par exemple il faut faire 3 choses en même temps et qu'il n'y a que 2 bras pour conduire un tracteur. Donc de temps en temps j'ai des coups de main très sympas. Et j'ai des super coups de main quand il faut travailler le week-end ou que j'ai pas de solution de garde pour mes enfants, j'ai des nounous juste à côté. Ça c'est chouette. Des grands-parents de cœur. Oui. Voilà, c'est ce niveau de relation-là. Donc, je ne pense pas que ça soit dans tous les cas comme ça, mais moi, en tout cas, il y a cette relation-là qu'on a su bâtir avec Martine et Jacques-Yvan Baron. Financièrement, du coup, aujourd'hui, tout a été repris ? Non. Ou est-ce que vous avez encore une dette envers eux ? Je pose plein de questions. J'ai repris 51% des parts.
Ok. Voilà. Donc on va laisser le temps de récupérer un petit peu. Et puis après, le projet, c'est de reprendre les parts restantes progressivement. Donc un financement de départ initial sur une quinzaine d'années. Oui, exactement. Oui. Ouais. On est sur un se investissement. poser la question à nouveau dans 5-10 ans, est-ce que c'est possible de faire une deuxième tranche à ce moment-là? Voilà, parce qu'au final, c'est la société qui génère du revenu et donc qui permet ou pas de financer cet investissement, quoi. Voilà, c'est une boucle. Donc il faut pas. On est dans un écosystème qui est pour l'instant sain, vertueux. Il faut pas le perturber, quoi. Voilà, c'était ça c'est une transmission encore une fois, quoi. Donc il faut préserver l'outil de travail de façon à ce que il puisse durer le plus longtemps possible et que les gens puissent bien vivre. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont eu confiance en vous? J'en sais rien. D'après vous? Non, mais on s'est rapidement entendu sur la manière de cultiver, la manière de vinifier. Déjà, ça met en place des atomes crochus. Et puis, après, c'est de l'humain, là. C'est une rencontre, c'est quelque chose. Il aurait pu y avoir plein de raisons qui auraient pu faire qu'il y aurait eu l'échec. Au final, il y avait une volonté des deux côtés d'y arriver, quoi. La réussite de leur départ à la retraite conditionnait aussi ma réussite et inversement, quoi. Ce que vous nous avez présenté, finalement, c'était votre premier projet d'installation qui a pu aboutir. Oui, alors ou est-ce qu'il y en avait eu d'autres dont vous ne nous auriez pas parlé? Non, j'avais eu une opportunité de reprendre des vignes dans le Beaujolais, mais ça a rapidement pas fonctionné. Pour des raisons? Bon, en fait, il faut avoir une approche, je l'ai dit, le plan d'entreprise. On reprend un domaine viticole, on est dans l'agricole, mais c'est un plan d'entreprise. Il faut raisonner comme ça. Si on a un plan d'entreprise solide, si on sait où on va à 4 ans, déjà on nous écoute parler, quoi. C'était le fait, à ce moment-là, pour vous, de ne pas y voir assez clair pour la suite? En fait, c'était trop tôt. C'était trop tôt, c'était pas le bon moment. C'était trop tôt, j'étais pas mûr. Donc le temps a passé, et puis voilà, on a pu élaborer ce projet de concert avec la conseillère installation, Martine et Jackie, et puis moi, et puis ensuite le partenaire financier qui a fait que les choses ont été possibles. Côté cédant, alors ils sont pas là aujourd'hui, c'est un choix aussi de ma part de faire témoigner plutôt le... Enfin, je pense pas. Non. De faire témoigner plutôt le jeune. Vous étiez la première personne qu'ils rencontraient dans le but de reprendre leur exploitation, ou est-ce qu'ils avaient déjà rencontré d'autres candidats potentiels? En fait, ils avaient une double difficulté. Ils cherchaient un repreneur et puis ils cherchaient un ouvrier aussi. Donc ils étaient dans une situation où ils étaient un sous-effectif et donc ils avaient du mal à faire tourner déjà le présent et le futur arrivait à grands pas et ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Donc en fait on s'est donné, on se l'est dit assez rapidement, on va démarrer avec du salariat, voir si on arrive déjà si on est content du travail ensemble, si on arrive à se supporter, à vivre ensemble et aller dans la même direction, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que les choses se sont enchaînées. Voilà. Et si c'était à refaire? Eh bien, oui, je referais, ouais, bien sûr. Ouais. C'est un projet de 10 ans, quoi. Donc, si au bout d'un an, je dis, je dis, non, finalement, je vais faire comptable. Bon, voilà. Non. Je suis vraiment ravi de la direction que ça a pris, quoi. Voilà. Super, merci. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais. Quelle surface? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé technique sur le projet. Ouais. Alors, j'exploite 13 hectares 20. Surface appellation, peut-être aussi un petit peu. Oui, j'exploite 13 hectares 20, moitié en Viry-Clessé, moitié en Mâcon village. Et j'ai un demi-hectare en Mâcon. Voilà, donc c'est du vin blanc, bien sûr, du vin effervescent. Et pour l'instant, il n'y a pas de vin rouge. Les modes de commercialisation?
45% du chiffre d'affaires est fait au caveau. Voilà, donc on a une grosse clientèle particulière. Après, c'est les cavistes, un petit peu café, hôtel, restaurant, et puis l'export en développement. Mais le socle de la structure, c'est le caveau, quoi. Voilà, notre clientèle particulière. Ça suppose un autre métier, quoi. Hein, c'est un métier de commerçant. Donc j'ai réussi à recruter une personne qui a un profil plutôt commercial, qui s'occupe plus de ça, de la tenue du caveau, de la préparation des commandes. Ce qui me permet, moi, d'être à la vigne, à la vinification et ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, j'ai une petite séquence à vous proposer. J'en ai parlé à certains d'entre vous, mais s'il y a d'autres questions, on peut les prendre. Allez-y. Ouais. Super, merci. Oh, si, c'est bon. J'avais une question, c'était par rapport dans la préparation à l'installation. Est-ce que vous aviez une partie sur l'aspect organisation, temps de travail? Est-ce qu'il y a un accompagnement sur cet aspect-là? Pas que je me souvienne, et c'est super important. Arriver à organiser le temps, c'est ma principale difficulté là. Voilà. Je ne sais pas si j'y arrive tout le temps. Et du coup, maintenant que vous êtes installé, oui. Si vous vous projetez sur les 4-5 prochaines années, par rapport à votre vie privée, vous avez dit que vous devez avoir des petites filles ou un petit garçon, je ne sais pas, mais voilà. Est-ce que c'est des choses que vous vous projetez sur cet aspect-là? Oui, il y a un truc que je n'ai pas dit. C'est un projet, c'est un projet professionnel. C'était un projet aussi pour les cédants. Et il faut avoir, pour y arriver, il faut être bien entouré sur tous les aspects, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que la moitié adhère à fond à ce projet-là, quoi, parce que c'est un changement de vie, entre guillemets. C'est un gros changement pour celui qui s'installe, mais aussi pour la personne qui accompagne et encore plus s'il y a des enfants. Donc effectivement, il faut être conscient que au niveau de temps de travail, c'est plus tout à fait la même chose. Voilà, des fois, le samedi, il faut aller tenir le caveau, ou c'est la fenêtre qui va bien pour sulfater. Et des fois, c'est le dimanche, et puis le lundi, c'est le travail, et puis voilà. Donc ça, il faut avoir moi, c'est mon cas, il faut avoir la chance d'être très entouré et de pouvoir se reposer sur avoir des relais, quoi. Voilà. Et finalement, c'est votre projet professionnel à vous, mais votre conjointe a été embarquée dans l'aventure aussi. Exactement, oui. De toute façon, c'est un projet professionnel, mais c'est pas un projet personnel, quoi. Voilà, on fait appel on se crée son petit écosystème, hein, donc on a besoin du financier, on a besoin du matériel, et puis on a besoin du soutien familial et proche, ne serait-ce que pour la partie organisationnelle, hein, c'est très simple. Pour rebondir par rapport à la question sur l'organisation, sur la gestion du temps de travail, on a une séquence aujourd'hui dans la formation de 6 jours que j'évoquais. Il y a une séquence aujourd'hui effectivement pour accompagner les candidats à l'installation à se poser ces questions. Quels seront mes pics de travail dans l'année? Comment je vais y faire face? Quels sont les leviers possibles? Et je pense qu'on ne le faisait peut-être pas encore fin 2022. Voilà, je pense que c'est une séquence qui a été mise en place depuis, justement parce qu'on s'est rendu compte que c'était important. Et c'est intéressant aussi de faire réagir au niveau de nos stagiaires, entre ceux qui ont plus ou moins d'expérience, une famille, pas encore. On ne se positionne pas tout à fait de la même façon, et c'est important pour aussi bâtir un projet solide, d'arriver à accompagner les candidats à ce qu'ils puissent se projeter sur cette question. Et puis, il se trouve que Magali Falière, qui est la conseillère installation de Jean-Jacques, c'est un sujet qui l'intéresse. Elle s'est formée il y a une quinzaine de jours, justement, par notre réseau au niveau chambre d'agriculture, sur l'accompagnement, pour réfléchir sur tout ce qui est organisation de temps de travail. Donc, je pense qu'au niveau chambre d'agriculture, c'est un sujet qu'on va peut-être accompagner de manière un peu plus renforcée demain. Ouais. Quantifier le temps, c'est très compliqué. Alors en plus, il y a le temps, l'heure qui tourne, il y a le temps, faut prendre en compte la météo. C'est vraiment le plus dur, quoi.
je ne sais pas si j'y arrive tout le temps, quoi. Mais c'est nécessaire de commencer à y mettre le doigt dedans dès le projet d'installation pour tout simplement dimensionner, voir ce qui est possible. Ça ne sert à rien de prendre des hectares, à mon avis, pour pas y arriver ou tomber dans la souffrance, quoi. Il faut arriver à bien dimensionner son projet, arriver à voir ce qui est réalisable ou pas. C'est pas si simple que ça. Peut-être une dernière question avant qu'on passe à la séquence. Ouais. Attendez le micro qu'on vous entende bien. Merci. Bonjour. Merci pour toutes les infos. Et j'ai une question, c'est est-ce que depuis que vous êtes installé, vous arrivez à tout gérer, on va dire, tout seul ou avec les gens qui vous ont cédé l'exploitation, ou est-ce que vous continuez de vous faire accompagner sur certaines tâches ou certaines activités de l'exploitation, je parle de la partie comptable, administrative ou même technique, par du conseil, de la formation? Et en fonction de la réponse, si c'était à refaire, est-ce que vous auriez peut-être sollicité ou est-ce que vous recommanderiez à d'autres certains accompagnements pour anticiper des difficultés que vous avez peut-être eues à un moment donné? Voilà. Alors, il y a des choses qui sont externalisées, notamment la partie comptable, fiscale. C'est un vrai métier, ça, et c'est pas le mien. Voilà. Alors, je comprends, mais il y a vraiment besoin d'un comptable pour avoir des comptes d'aplomb. Voilà. Déjà, ça c'est super important. La partie administrative, je m'en occupe. Ça mange beaucoup de temps. Donc, la partie comptable, c'est suffisamment compliqué pour manger beaucoup de temps. Et il faut arriver à faire face. Donc il faut trouver un partenaire de confiance. Moi, j'ai fait le choix de reprendre le comptable qui était présent dès le début, de façon qui a aidé justement aussi à la construction du tuilage. Voilà. Donc ça c'est sûr. La partie de la question, c'est éventuellement, est-ce que vous faites accompagner sur d'autres choses? Oui. Et si c'était à refaire, est-ce que vous en auriez sollicité plus d'accompagnement, de formation en amont pour anticiper? Oui. Faut profiter qu'on est en période d'installation et même jeune exploitant pour se former. Le meilleur des investissements, c'est pas sur un truc à 4 roues qui roule, hein, c'est sur le bonhomme qui décide. Donc c'est agriculteur, hein, c'est un métier aux 1000 facettes, hein, et il y a 1000 métiers. Il faut savoir travailler les sols, il faut savoir sulfater, il faut avoir des notions d'agronomie, il faut avoir des notions de commercialisation. Tout ça, c'est des métiers. Donc à chaque fois, il faut se former. Donc moi, dans la gestion de mon temps annuel, je me réserve 2 à 3 formations par an pour essayer d'être le plus autonome possible. Même après un BTS, 10 ans d'expérience, dont 7 ans passés sur le domaine, là aujourd'hui, 1 an et demi que vous êtes installé, vous continuez de vous former. Donc c'est-à-dire que c'est aussi une remise en cause permanente de vos pratiques, d'essayer de se projeter, de prendre du recul par rapport à ce que vous faites. Un agriculteur, c'est un chef d'entreprise qui a une responsabilité. Et donc, du coup, il a une responsabilité. Donc il faut être au courant des textes qui évoluent, il faut être au courant des normes, et puis il faut continuer à investir sur soi et se consacrer du temps de formation. Ça, c'est net. Super. Mais écoutez, ce que je vous propose pour la dernière séquence, c'est de vous faire participer au travers du coup d'un outil, voilà, faut pas trop que je me rapproche, qui s'appelle OpenZo. Je vais projeter comment on appelle ça, un code barre. Non, c'est pas le mot, mais voilà. Je vais vous inviter avec les téléphones à le scanner. Le logiciel va vous demander votre prénom, votre nom, votre mail. N'ayez crainte, il n'y aura pas de fin publicitaire derrière ni rien. Vous ne serez pas recontacté. C'est juste pour pouvoir fonctionner. Et puis ensuite, il y a une question qui va vous être posée et qui va nous permettre de conclure cette séquence, cet atelier.
Vous voulez, hein? Alors, on va voir les participants apparaître. Il vous propose aussi de mettre une photo ou autre. Vous passez, hein, vous n'êtes pas obligé de... Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre petite tête, mais il n'y a pas d'obligation. Gaël, Guillaume, Cécile, Julie, Robin, bienvenue à tous. Bastien. Eddy, Rémi, Louis, Victor. Allez, super. Je vois qu'il y a Gaëlle à la technique. Sur la droite. Là. Merci. Et donc, la question que nous allons vous poser, au vu du témoignage de Jean-Jacques, quelles sont d'après vous les conditions de réussite, en tout cas qui ont été illustrées par son témoignage, pour qu'un projet d'installation et un projet de transmission en viticulture puissent aboutir? Eh bien, je pense que vous pouvez répondre sur les téléphones, ça va s'afficher, et puis on va... Voilà, super. Il y a plein de choses, c'est bien. Est-ce qu'on est bon? Ça vient de partout si je commence à les classer trop tôt après ça. Je prends les derniers, c'est bon? Vous avez mis plein de choses. C'est vrai que c'était d'une grande richesse ce qui a pu nous être dit. Alors, on va retrouver des éléments d'ordre économique. C'est vrai qu'il l'a souligné véritablement, de se dire c'est important de se projeter, d'avoir un dossier avec une rentabilité, établir une projection économique, un plan d'entreprise, que c'est important de bien préparer son projet. Côté repreneur, alors on n'a pas l'écho des cédants, mais sans doute côté cédant aussi, hein, il a fallu qu'ils se préparent eux aussi, peut-être qu'ils se projettent aussi en tant que cédant, de se dire, bah voilà, et demain, je suis à la retraite, quel est mon projet ? Je ne vais plus aller à la vigne tous les jours, je vais aider encore de temps en temps, mais plutôt dans les à-coups. Donc l'exercice, c'est vrai qu'il faut le faire en tant que candidat à l'installation, sur les aspects très techniques, financiers, etc., mais aussi côté cédant. Puis la maison d'habitation, il l'a évoqué également, Jean-Jacques, ça c'est important. Et demain, est-ce que je reste dans la maison d'habitation ? Est-ce que je la laisse au repreneur ? Est-ce qu'il y en a une deuxième sur le site, sur le siège ? Dans ce qui ressortait aussi, c'est vrai que vous avez tous, il y en a plusieurs là qui ont mis s'informer le plus tôt possible, du temps, planification, se donner le temps de la réflexion, être bien entouré, bien accompagné, en discuter avec la conjointe, savoir s'entourer, je crois que je l'ai vu, concertation. Avoir les pieds sur terre, être réaliste. Alors, le projet viable, on va le remettre par là-bas. Hop. S'entourer des bonnes personnes. Il y a un volet humain qui est très important, effectivement. Des hommes, un feeling. Alors, endurance, oui. En tout cas, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu du temps.
cultiver les relations avec les cédants et les propriétaires. Alors, il ne l'a pas trop mis en avant dans le témoignage, mais c'est vrai que c'est indispensable pour que le projet puisse aboutir. Effectivement, l'accès au foncier n'est pas simple, notamment quand on s'installe en dehors du cadre familial. Et alors, il ne nous l'a pas dit, mais je ne sais pas si vous voulez en dire 2 mots sur la relation avec les propriétaires, comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils ont bien voulu signer les baux tout de suite? Voilà, ouais. Comment ça s'est passé avec les propriétaires? Justement, j'ai pris le temps aussi. Quand on était juste au moment de la transmission, je leur ai fait un petit courrier. Je leur ai dit, l'exploitant en place va prendre sa retraite. Je suis le suivant. Et puis j'ai pris le temps de venir me présenter. Boire le café chez le proprio. Et puis ça se fait simplement, quoi. Voilà. Juste se présenter. Et donc, ce sont beaucoup de vignes qui faisaient partie donc, de la famille Jackie et Martine. Donc ça a simplifié grandement les choses, quoi. Le fait d'avoir été salarié pendant 7 ans avec eux fait qu'ils me connaissaient au moins de vue. Donc je n'étais pas quelqu'un de parachuté qui arrivait comme ça, quoi. Donc il y avait aussi une relation de confiance, finalement, même sans se connaître. Le fait que vous étiez salarié pendant plusieurs années, ça a donné de la confiance aussi aux propriétaires. Ouais. Le fait que les cédants, finalement, vous transmettent à vous, les cédants ayant confiance en vous, ça amène aussi les propriétaires à avoir confiance dans le repreneur qui est présenté par les cédants. Enfin, ça va ensemble. Ça va ensemble. Voilà, la confiance, c'est la base de tout, hein, et ça permet d'y arriver, oui. Ça permet d'y arriver. Pour l'accès au foncier, je vais peut-être faire juste un petit focus aussi sur notre outil chambre. Jean-Jacques nous a parlé que lui, c'était par le bouche à oreille. Et effectivement, pour les candidats, s'il y en a parmi vous qui ont un projet d'installation, qui auraient besoin de vignes en complément d'une reprise familiale ou qui auraient besoin d'un domaine, le bouche à oreille peut fonctionner. Après, il y a d'autres organismes qui peuvent vous accompagner. Je pense notamment au niveau chambre d'agriculture, on va faire un peu de promotion. On a un outil qui s'appelle le répertoire départ installation, ou RDI. Je vous invite à aller voir le site internet répertoireinstallation.com. Il y a à peu près 45 offres qui sont en ligne, qui permettent de proposer des exploitations agricoles, viticoles, pour lesquelles les cédants n'ont pas de repreneur, ou des exploitations qui sont à la recherche d'associés. Et de pouvoir mettre en relation ces exploitants avec des candidats à la recherche d'une structure à reprendre. On est bien sur des reprises de domaines, des reprises d'exploitation. On n'est pas juste sur des reprises de vignes. On aboutit grâce à cet outil à peu près une dizaine, quinzaine d'installations chaque année. Donc ça peut être une opportunité. Après, vous pouvez aussi solliciter la SAFER, notamment sur de l'acquisition de vignes. Vous pouvez aussi passer par d'autres biais. Je pense aussi à Terre de Liens. Alors là, c'est plutôt sur des profils bien particuliers, puisqu'au niveau Terre de Liens, ils peuvent vous accompagner, mais uniquement sur des reprises ou des créations d'exploitation en location, puisque c'est Terre de Liens qui est, au travers de sa foncière, propriétaire des biens. Ils ont un lien aussi Objectif Terre, où ça fait plus le bon coin, effectivement, les petites annonces. En tout cas, c'est en démultipliant les réseaux, en vous faisant connaître, que petit à petit, vous pourrez vous créer des opportunités. Au niveau mot de la fin, moi, je conclurai quand même par ce beau témoignage. Et vous l'avez fait ressortir, que finalement, c'est le fait de se donner du temps, d'anticiper, d'avoir un sérieux dans la démarche. Tout ça, ça permet d'instaurer la confiance et puis de pouvoir voir un beau projet aboutir. Un grand merci en tout cas pour votre témoignage, Jean-Jacques Ferral, et puis merci à vous pour votre participation.